Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, je propose, avant de nous plonger dans l'adaptation de Miroir de nos peines, qui est l'actualité brûlante, qu'on verra tout à l'heure avec Christian Demeter, c'est de remonter un petit peu le fil de l'histoire de ces adaptations et de commencer par la brigade, par Brigade Verhoeven, avec vous, Pascal Berthaud, parce que ça vient d'être évoqué, Brigade Verhoeven, c'est une construction à partir d'œuvres de Pierre Lemaitre. Il y a effectivement ce premier tome, Rosie, qui est donc inspiré de ce roman qui a été ajouté. Et vous me disiez, quand on s'est parlé au téléphone, que c'était extrêmement complexe que de créer une série à partir d'une œuvre qui n'est pas une série, justement. Et je voulais savoir, déjà, première question, c'est comment vous avez imaginé, justement, ces différents tomes. Est-ce que vous aviez une vision d'ensemble? Est-ce que vous avez travaillé pas à pas? Voilà, comment vous avez imaginé cette série? Moi, quand je l'ai découvert, parce qu'en fait, je ne connaissais pas, je connaissais les trois autres, et puis j'ai découvert celui-là sur le tas, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah voilà, il faut servir de celui-là pour créer l'arène, présenter les personnages, et puis déjà commencer un peu à avoir une vision d'ensemble, justement, du début jusqu'à la fin. Et on a décidé avec Yannick, justement, de faire un peu pour rajouter un peu de sérialité, de faire un peu chaque album, c'est une saison différente, par exemple. Donc on commence, il me semble, au printemps, été, et puis le dernier sera l'hiver, qui correspond bien, je trouve, à la fin de ce que j'imagine être la série. Je ne sais pas si c'était vraiment une série dans l'idée, mais il y avait quand même dedans des éléments de sérialité qui étaient déjà présents et qu'il fallait juste nouer les uns aux autres pour arriver à avoir un truc complet, quoi. Mais bon, ça marche surtout sur le personnage pour moi. Oui, c'est ça. C'est en fait, il est au centre du projet d'adaptation. C'est-à-dire, tout part de Camille, en fait. Ah, ouais. Moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans les bouquins parce que justement, il est un peu spécial, il est petit et c'est un dessinateur. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé parce que, il y avait moyen de faire passer des choses. Enfin, c'est un peu comme une petite mise en abîme sur nos métiers de créateurs, d'inventeurs d'histoire, et tout ça. Et je trouvais ça très très intéressant de voir comment lui réfléchit en dessinant et comment des fois même sa réflexion va plus vite que lui et que sa logique et ses actions. Et c'est assez, c'est un personnage qui est très intense. Alors justement, Camille, Yannick, pour l'imaginer, comme il est au centre de cette histoire, il est important qu'on s'y attache, que ce soit un personnage hyper identifiable, etc. Comment vous l'avez imaginé? Est-ce que c'est un travail d'équipe? Est-ce que vous avez vraiment imaginé son physique ensemble? Comment vous avez fonctionné? Déjà, il était bien décrit dans les romans. Et il a bien été mis en scène aussi par le scénariste. Il a une particularité, c'est qu'il est de petite taille, il mesure 1m45, donc ça marque. Les échelles sont importantes, le point de vue est important. Mais après, vu que ça a été écrit en roman, dans le roman, on dit qu'il a du charme. Le charme à mettre en image, c'est pas facile. Donc, on a fait des essais, on a fait des échanges, et je me rappelle que Pierre nous a dit il a réagi par rapport au premier croquis et il disait qu'il le voyait plus beau. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire beau? Et il nous a parlé du personnage de Game of Thrones, Tyrion. Et on s'est tous regardés avec Nadia, avec Pascal. Mais il n'est pas beau. Non, mais ceci dit, ça montre bien la subjectivité, effectivement, du physique. Ouais. Et du coup, qui augmente le challenge qui est le vôtre, puisque la différence on peut dire de quelqu'un qu'il est beau avec des mots et laisser le lecteur, Pierre, imaginer ce que c'est que quelqu'un de beau pour lui, même si on décrit ses cheveux ou sa taille. Mais dès lors qu'on s'engage à travers le dessin, on est beaucoup plus exposé d'une certaine façon, non? Et donc, en fait, le travail, il a été justement sur l'attitude, sur le charme. Le beau, c'est subjectif. Donc,
il fallait voir le personnage dans la série, déjà sur l'album, voir comment il réagit, voilà, comme il bouge, ses expressions. Et ce tout a participé au charme, entre guillemets. Pour rester sur la question du charme, mais qui aussi, on peut parler de personnalité, j'imagine qu'au-delà du physique et de la manière dont on le dessine, c'est aussi ce que vous, en tant que scénariste, vous allez choisir de lui faire dire parmi tout ce qui est dit dans le livre. C'est ces phrases qui vont aussi lui apporter du charme et de la personnalité, un regard, la manière dont il va s'adresser à sa compagne, l'humour qu'il peut avoir ou l'attachement à ses collaborateurs. C'était un peu ça l'idée, en fait, quand on s'est dit oui, il va falloir en faire un personnage beau et tout ça. Moi, je me suis dit, il faut en faire un bon personnage déjà et un beau personnage de l'intérieur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, Camille Verhoeven. Je le vois comme quelqu'un de bon, disons, et je voulais que ça transparaisse en fait dans sa manière de parler ou ses actions. Il a un côté un peu soupe au lait des fois, il a un côté un peu, il s'énerve, enfin voilà quoi, mais c'est parce qu'il est tellement pris dans ses réflexions et dans sa tête qu'il y a vraiment, mais pour le reste, pour la personnalité, je trouve que c'est un beau personnage. Je trouve que c'est un personnage qui emporte et puis qui apporte des choses positives. Étrangement, parce que c'est pas des histoires très positives, mais je trouve que lui, il est vraiment le centre de l'histoire et c'est lui c'est une espèce de phare dans la noirceur des histoires. Il est solaire. Voilà. Oui, lui, il est solaire. Alors que l'ensemble et souvent les affaires dont il s'occupe sont très sombres et très très noires. Donc après, c'est un personnage qui a des faiblesses et c'est ça qui est aussi intéressant et qui en fait un bon personnage et un beau personnage. C'est sa petite taille, sa relation avec sa mère. C'est un personnage qui a quand même un peu souffert, disons, et qui veut tout faire pour ne presque pas le montrer et pour montrer qu'il peut être plus fort que tout ça, quoi. Et en même temps, cette noirceur et sa relation, notamment avec sa mère, participe aussi à sa capacité à comprendre les enquêtes. Il a un regard qui est en fait habité par tout ce qu'il a vécu. Oui, en fait, il a un regard particulier sur le monde, je trouve. Et on s'en est servi par rapport à sa taille, c'est-à-dire que ce regard, les yeux en l'air sur le monde, c'est vrai que c'est différent. Et pour moi, c'est assez marquant du personnage. Et quand on en a parlé avec Yannick, c'était vraiment ça, qui jouait avec les perspectives, jouait avec son point de vue de petit. Je trouve que c'était assez important. Pierre, quand vous voyez le personnage qui ressort de cette bande dessinée, vous reconnaissez complètement votre personnage, vous y voyez une interprétation et qu'est-ce que vous avez ressenti en le voyant tout d'un coup incarné à travers le dessin? Alors d'abord, moi j'ai une relation très étroite, pas avec la BD mais avec le dessin. C'est marrant parce qu'en t'écoutant, je pensais Camille est un dessinateur, mais c'est le cas aussi d'Édouard Péricourt dans Au revoir là-haut. En fait, j'ai toujours eu des dessinateurs ou des peintres et je me suis pas rendu compte tout de suite. En fait, si j'avais été un bon dessinateur, je serais pas devenu romancier. J'aurais préféré savoir dessiner que de savoir écrire. Voilà, le destin en a décidé autrement. Mais j'ai toujours gardé, j'ai toujours été envieux par rapport au dessin. J'ai toujours pensé que ça devait être un plaisir que je ne connaîtrais jamais de pouvoir faire des croquis rapidement, de pouvoir comprendre le monde à travers la main. Voilà. Donc c'est pour dire que je suis très attaché au travail de bande dessinée et très très respectueux du travail des dessinateurs. J'interviens pas, mais sinon, alors la question du personnage, comment dire, quand vous acceptez de donner un de vos romans à une adaptation, qu'elle soit télévisuelle, cinématographique ou de bande dessinée, il faut accepter que ce soit une œuvre à part et ne pas la comparer. Donc moi, mon travail quand je lis, quand je les découvre, c'est d'essayer de m'abstraire du roman pour lire l'adaptation, pour lire la BD telle qu'elle est, et non pas la comparer en permanence au roman. Parce que d'abord, il y a toujours un perdant dans cette histoire, et moi je suis par bonheur aidé par le fait que ce sont des romans qui sont un peu lointains pour moi.
Depuis, s'est passé beaucoup de choses. J'ai abandonné cet univers romanesque du noir depuis assez longtemps. Donc en fait, comme les romans sont un peu loin, je les redécouvre. Et ça m'aide beaucoup à me dire que voilà, l'adaptation, c'est ni une fidélité ni une trahison, c'est une autre œuvre. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Et voilà, il y a mes romans, et puis il y a les adaptations, il y a du cinéma, il y a de la BD, c'est autre chose. Et ça, une fois que vous êtes parti sur ce principe-là, de ne pas rechercher le personnage que vous avez créé, mais d'essayer de comprendre le personnage qui vous est proposé, ça change complètement la vision que vous avez des choses. Donc pour moi, c'est très facile d'aller là. Je ne me souviens, il ne m'est jamais venu l'idée de me dire ah tiens, pourquoi ils ont fait ça. Ça m'est jamais venu. De temps en temps, comme dans n'importe quel roman, il y a des passages que j'aime bien et puis d'autres que j'aime moins, mais dans toute lecture, c'est comme ça. Tous les gens qui lisent mes romans ont de temps en temps des pages dont ils se disent ce chapitre m'a moins intéressé. Donc c'est comme pareil dans une BD. Je me dis tiens, cet angle, je l'aurais pas vu comme ça. Mais non pas par rapport au roman, mais en tant que lecteur, mais comme je fais comme n'importe quel lecteur. Je suis vraiment un lecteur lambda. Mais justement, vous dites lecteur, finalement, l'adaptation bande dessinée, c'est presque l'incarnation de la vision du lecteur. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'à chaque lecteur, il y a une nouvelle version d'un roman, puisque chacun le lit à l'aune de sa propre expérience. Là, on le voit de manile incarnée à travers la bande dessinée. Oui, et moi, je voudrais pas être à leur place. Parce que vous le disiez très justement, dans le roman, chacun peut se faire son personnage, se le fabrique. Ici, voilà, Verhoeven, maintenant, c'est celui-là, et vous pouvez pas sortir de ça. Donc, vous jetez une pièce en l'air, soit votre personnage il est bon, soit il est pas bon. Et ça, voilà. Bon, moi, j'ai de la chance. Vous m'avez à chaque fois trouvé des dessinateurs qui ont compris les personnages, en tout cas, qui ont fait des personnages dans lesquels j'ai pas envie spécialement de reconnaître les miens, mais que je reconnais comme étant de bons personnages. Et ça, je pense que c'est le signe que ce sont des œuvres et non pas simplement des copies ou des adaptations, simplement, quoi. C'est mieux que ça. Alors, justement, on va embrayer dans un instant sur Cadre Noir et échanger aussi avec vous, Giuseppe, mais justement parce que ça vous concerne tous, la question... comment est-ce que vous avez justement fonctionné? Est-ce que vous avez lu jusqu'à plus soif le livre tout en travaillant parallèlement, ou est-ce que vous avez lu et puis vous êtes détaché du texte pour pouvoir justement vous l'approprier? Je savais même pas qu'il l'avait lu. Ah bah d'ailleurs ils m'ont pas encore répondu. Mais voilà, quel a été votre rapport au texte initial et à quel point vous avez lâcher prise justement de ce texte pour pouvoir vous l'approprier et reprendre votre liberté, si tant est que vous l'avez reprise? Au départ, comme on part d'une adaptation, donc on a vraiment un bouquin, voilà quoi, il faut en faire une série, et c'est vrai que je rejoins un peu l'analyse sur le personnage, c'est que au bout d'un moment, il faut se séparer du livre d'origine. Donc moi je l'ai lu, je sais pas, peut-être trois fois, 4 fois. J'ai essayé d'en extraire, disons, ce qui m'intéressait. J'ai essayé voilà, et j'ai fait toute une liste de choses. Et à partir de ça, j'ai reconstruit l'histoire. Et j'ai reconstruit les personnages et j'ai reconstruit l'ensemble oui, j'ai fait un travail de scénariste pur à partir de choses que moi j'avais extraites. Mais au fur et à mesure, le livre de départ s'éloigne. Et voilà, le personnage, ça devient mon personnage. L'histoire devient mon histoire. Et puis voilà quoi. À la fin, presque, j'ai oublié le texte de départ. Et je fais toujours un truc. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose, mais quand j'ai terminé le scénario, je relis souvent le bouquin. Je l'ai fait pratiquement. Et alors, il se passe quoi quand vous le relisez après? C'est une question je sais pas comment dire ça, d'onde ou voilà quoi. C'est juste qu'il faut que j'y trouve une espèce de filiation quoi. Un écho. Un écho, quelque chose qui fait que, voilà. Mais je sais que c'est pas la même histoire, je sais que c'est pas le même personnage, je sais que, c'est une question la BD, c'est une question de choix aussi. Quand on fait de l'adaptation, il faut choisir des choses. Je sais plus qui avait dit ça. Bien adapter, c'est bien trahir, mais il faut choisir. Quoi. Vous m'avez dit c'est l'art de l'économie. Oui, ça aussi, pour moi la principale difficulté, c'est de réussir à sortir une histoire qui soit aussi intéressante, dense et rythmée, et tout ça,
Mais dans 70 pages, pour un roman qui en fait peut-être 500, enfin voilà. C'est pas du, oui, c'est pas du. J'avais pris la référence culinaire, mais c'est plus de la réduction que du résumé. Moi, je cherche, oui, les sucs. Voilà. Et c'est avec ça que je fais ma recette. Oh, c'est beau ça. Oui, je le note pour plus tard. Yannick, quasiment la même question, mais là, à travers votre travail de dessinateur, dans quelle mesure le livre initial, dans une adaptation, a de l'importance pour votre travail? Est-ce que vous vous en détachez vite pour vous attacher surtout au scénario? Comment vous fonctionnez? Donc moi, je fais confiance à Pascal sur l'écriture, mais Pascal, avant de commencer l'écriture, il m'appelle et on en discute. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux le résumer? Donc vous avez lu le livre et vous en discutez ensemble. Oui, j'ai lu le livre. Et quelles sont, par exemple, les scènes qui t'ont marqué? Donc là, on travaille sur le tome 4. Et il y a des scènes qui ressortent. Ou alors, par exemple, Alex, dans Alex, le tome 3, les rats, c'était quelque chose de très important et de très marquant, visuellement. C'est une petite partie du livre, mais il fallait le mettre en scène. Donc ça, on ne passe pas à côté. C'est très important de le faire et le problème c'est qu'on peut pas le faire aussi bien que dans le roman, et je dis pas ça parce que en fait on est dans la sensation, on est dans le ressenti plutôt, alors qu'on peut pas le mettre en image, le ressenti, et ça c'est donc bon, en tout cas on en discute, on cherche des solutions. Et après, Pascal fait le plus dur, quoi. Tranche. Tranche, il écrit et je critique. Tranche pour rester dans la métaphore culinaire, bien évidemment. Voilà. Alors, Giuseppe, vous avez travaillé sur Cadre Noir. Là, on est dans une ambiance différente. C'est, on va dire, un thriller social. On est sur l'histoire d'Alain, cet homme qui se retrouve au chômage, qui se voit complètement déclassé et qui va chercher à retrouver une forme de dignité à travers le travail, ce qui va l'amener malheureusement à prendre des décisions qui vont l'embourber encore plus. Il se trouve qu'il y a une adaptation à la télévision de Cadre Noir. En tout cas, elle existe. Et là, j'ai une double question. D'abord, évidemment, quel rapport au texte initial? Et est-ce que vous avez eu la tentation, et là je m'adresse à tous les deux, de regarder la série? Alors, pour répondre à la première question, moi, quand Nadia m'a proposé donc, cette adaptation, bien évidemment, j'ai lu le roman que j'ai adoré et je me suis arrêté à cette première lecture que je trouve la façon de ton écriture, Pierre, c'est tellement imprégnante pour quelqu'un qui doit imaginer et après transposer avec les dessins j'avais plein d'images qui résonnaient déjà et j'ai jamais lu une deuxième fois, peut-être je le ferai indépendamment de la bande dessinée. Mais après, je trouve aussi que je partage l'idée qu'une adaptation doit être autre chose qu'une transposition fidèle. Donc, après, je suis allé, j'ai fait confiance au scénario. Et deuxième question, l'adaptation télé. Alors, je pense qu'il y avait déjà, au niveau contractuel, on ne devait pas du tout avoir un lien avec la série télé qui était déjà sortie. Et moi, j'avoue, je l'ai regardé parce que je suis curieux. Mais alors vous, Pascal, justement moi, j'ai bien fait attention à ne pas la regarder. Donc, je vais la regarder maintenant, puisque j'ai fini. J'ai fini. Mais oui, non, je ne voulais pas être influencé. Et puis, oui, là, c'est un peu particulier. C'est d'un roman, on fait 3 bouquins. Il y avait une espèce de temporalité qui était assez, voilà, avant, pendant, après. Donc, on s'est servi de ça. Enfin, voilà, quoi. Mais oui, je ne voulais pas être
influencé enfin, voilà, par les choix de scénario pour la série. Et j'avais envie de garder cette histoire pour moi, quoi. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour transposer le rythme d'un texte à travers les choix de cases, quelles sont les images qu'on va garder, et aussi sur un plan, on va dire, plus cinématographique, les plans caméra qu'on va choisir, on les fait en fonction de quoi? Parce qu'on cherche à ce que ce soit très fluide, que ce soit rythmé, c'est l'émotion, qu'est-ce qui va déterminer voilà, la mise en place des différents dessins? C'est la cohérence qui est... c'est une recherche, disons, de être le plus possible d'abord clair et lisible pour le lecteur. Donc, disons, en faisant une bande dessinée réaliste, on peut dire semi-réaliste, réaliste, je ne sais pas, mais qui tend au réalisme, moi je m'appuie beaucoup sur un langage entre guillemets cinématographique. Et j'essaie aussi de respecter beaucoup certaines règles de base de ce langage. Par exemple, pour garder une cohérence et une faciliter le lecteur à se repérer, même si dans un coup d'œil, il est capable de le faire. Donc, je recherche la fluidité à la base. Et après le choix de chaque cadre, c'est subordonné à cette exigence de fluidité, de compréhension, et après aussi de choisir un point de vue. Alors, il y a une autre particularité dans l'adaptation, c'est qu'il y a de la narration, non pas avec des mots, mais avec des images. On le voit, là, il y a une planche entière où il n'y a pas de mots. Ce qui veut dire que le dessin se substitue aux descriptions, à l'émotion, à l'ambiance racontée par l'écrivain. Donc là, comment ça se passe aussi en termes de scénario? C'est-à-dire que tout d'un coup, vous passez la main au dessinateur. Comment fonctionne le choix des silences, là où on prend le parti de raconter en images et non plus en mots un texte? Oui, ça se fait au découpage en fait, et c'est un peu la manière justement j'ai une image, mais oui, c'est d'amener un peu disons de littérature, c'est-à-dire que le lecteur se fait l'histoire avec les images, il construit déjà, où il se fait des idées sur. Il y avait la page tout à l'heure où on voyait Alain qui se fait arrêter, et la dernière case avec son léger sourire, voilà, c'était recherché, c'était un élément de narration, et c'était vraiment, c'est mettre dans la tête du lecteur des choses qui ne sont pas forcément lues ou vraiment exposées directement, mais juste des sensations, quoi. Donc les pages de silence, c'est souvent ça, c'est pour imposer une sensation, disons. Pierre, vous avez retrouvé l'émotion qui était la vôtre dans le livre à travers cette bande dessinée. Vous avez trouvé un personnage différent. Alors c'est un personnage, il est différent de l'Alain Delambre du roman. D'abord, moi j'avais été un peu stupéfié de voir que l'éditeur souhaitait faire 3 volumes à partir de ce livre. C'est pas un livre très épais. C'est un livre qui doit faire 300 pages, quoi. Enfin, c'est pas un très gros livre. Et l'idée de respecter le découpage à l'intérieur du roman, puisqu'il y a 3 parties, a été adoptée par l'éditeur. Je trouvais que c'était très ambitieux, cette idée de faire 3 volumes, et donc de faire un volume par chapitre, finalement. C'est un roman en 3 parties relativement courtes, et donc consacrer un album entier à chacune des parties, ça me paraissait très ambitieux. Et du coup, ça m'intriguait beaucoup de savoir comment on allait nourrir le personnage scénaristiquement. Parce que là, il y avait vraiment un enjeu, c'est comment raconter cette histoire en bouleversant le découpage. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'étirer l'histoire, il s'agit de la découper autrement. Et ça, j'ai trouvé que, alors ça fait dire au personnage des choses différentes, parce qu'il y a bizarrement plus d'ampleur romanesque dans la bande dessinée que dans le roman.
uniquement par la question du volume. Le fait de consacrer 3 volumes à un seul roman, ça permet d'avoir une ampleur qui devient une ampleur romanesque. Et ça, je trouve que c'est un travail formidable. Donc du coup, le personnage, lui, il change beaucoup. La grande différence qu'il y a pour moi entre la série télé et ça, c'est la série télé, j'ai écrit le scénario. Donc quand vous écrivez le scénario, vous avez une idée de la façon dont ça va être tourné. Non, il a pas compris. J'avais écrit un scénario en racontant l'histoire d'une obsession et là, à la place, raconter l'histoire d'une colère. Ça n'a rien à voir. Donc on raconte pas la même histoire. Là, ici, c'était autre chose. J'écrivais pas le scénario. Le scénario était conçu à l'extérieur de moi et en plus dans un découpage totalement nouveau pour moi. Donc en fait, je lis l'histoire et j'ai pas de comparatif. Comme je le disais tout à l'heure. Moi, je trouve que ce personnage très réussi. J'aime beaucoup la manière de ce personnage de construire sa vie à partir de rien. En fait, c'est une vie ruinée et j'aime beaucoup la manière dont il va saisir le premier fil pour essayer de remonter toute la plotte et de reconstruire, et de faire sa plotte, c'est le cas de le dire, et de reconstruire son existence. Je trouve que le personnage est notamment réussi à cause de son menton. Non, mais quand j'ai vu le personnage, j'ai trouvé que c'était une idée formidable. C'est qu'en fait, on sent bien que ce type qui est à la ramasse est d'abord une volonté. Et ça, je trouve que la BD le dit formidablement bien. C'est une chose qui n'est pas très sensible dans le livre et qui était même quasiment absente de l'adaptation que j'avais fait pour la télévision, parce que c'était pas sur ça que je travaillais. C'est sur ça, me semble-t-il, que les scénaristes là ici ont travaillé, et je trouve que c'est très très réussi. Alors justement, Giuseppe, le physique d'Alain, comment vous l'avez, comment il est né? Est-ce que vous êtes inspiré de quelqu'un pour le dessiner? Alors, moi, je suis parti depuis la lecture du roman. J'avais imaginé Alain, ça m'a venu à l'esprit Patrick Devers. Ah oui, Patrick Devers. Oui, donc j'ai eu cette image un peu du départ parce que les yeux de cet acteur et je pense que tout ça devait passer par ça. Et donc après je l'ai déformé logiquement pour pas faire une copie, mais après il y a une évolution après du personnage aussi graphiquement dans Pierre parlait d'obsession, de ce qui a été fait dans la série télé qui était plus de la colère et qui n'était pas ce qui était voulu. Vous l'avez vécu comme un personnage obsessionnel, mélancolique. Comment vous l'avez imaginé? C'est un personnage qui est très complexe. Qui est, surtout, moi, physiquement, je le voyais comme quelqu'un qui passe partout un peu, qui s'efface, mais qui peut être tout et rien, qui peut être capable de grand chose, et donc très flou, très mutable, très ordinaire physiquement, mais très complexe psychologiquement, très très difficile à cerner. Donc, par exemple, dans la série, je trouvais que le choix de Cantona, j'étais étonné par ce choix parce qu'il est tout le contraire. On est loin de Patrick Devers, ça c'est sûr. Excuse-moi, je reprends ça parce que là, je vois cette image. C'est pas du tout mon personnage, mais il y a quelque chose. On s'est retrouvé sans parler sur l'idée. Regardez, le pistolet, il est plus gros que sa tête, alors que c'est pas le personnage fréluquet. Que je rêvais d'avoir pour Alain Delorme, c'est un autre personnage, mais on se retrouve d'une certaine manière sur quelque chose, et cette image est le symbole, je trouve, est assez bien le symbole du fait que, en partant de principes différents, en adaptant de manière différente, on retrouve par un certain nombre de symboles quelque chose qui est commun, qui est que la base du personnage reste commune, et puis après, chacun a fait sa vie. Mais je trouve que cette image-là, elle est très typique d'une adaptation réussie. On fait un chemin complètement différent, puis de temps en temps, on se dit, ça c'est bien ça.
Mais d'ailleurs, même il est débraillé, mais même dans ses vêtements, on voit bien, on a l'impression qu'il flotte à l'intérieur. Hein. Vous parliez d'un freluquet, c'est peut-être pas exactement un freluquet, mais on voit qu'il est plus petit que tout autour de lui et qu'en même temps, c'est lui le moteur de l'histoire. Alors, on arrive le moment où nous allons parler de la toute nouvelle actualité. Ah, c'est bien là que vous allez rester, Pierre, puisque pour parler de Miroir de nos peines, qui est donc le troisième tome de la trilogie des enfants du désastre, vous allez nous lire un extrait, cher Pierre, qui n'est autre que le tout début du roman. Que tu serves moi quelque chose. Ceux qui pensaient que la guerre commencerait bientôt s'étaient lassés depuis longtemps, Monsieur Jules le premier. Depuis plus de 6 mois après la mobilisation générale, le patron de la petite Bohème, découragé, avait cessé d'y croire. À longueur de service, Louise l'avait même entendu professer qu'en réalité, cette guerre, personne n'y avait jamais cru. Selon lui, ce conflit n'était rien d'autre qu'une immense tractation diplomatique à l'échelle de l'Europe avec des discours patriotiques spectaculaires, des annonces tonitruantes, une gigantesque partie d'échecs dans laquelle la mobilisation générale n'avait été qu'un effet de manche supplémentaire. Il y avait bien eu quelques morts ici et là, davantage sans doute qu'on nous le dit. Cette agitation dans la Sarre en septembre qui avait coûté la vie à 200 ou 300 bons hommes. Enfin, c'est pas ça une guerre, disait-il en passant la tête par la porte de la cuisine. Les masques à gaz reçus à l'automne qu'on oubliait aujourd'hui sur le coin du buffet étaient devenus des objets de dérision dans les dessins humoristiques. On descendait aux abris avec fatalisme, comme pour satisfaire à un rituel assez stérile. C'était des alertes sans avion, une guerre sans combat qui traînait en longueur. La seule chose tangible était l'ennemi, toujours le même, celui avec qui on se promettait de s'étriper pour la 3e fois en un demi-siècle, mais qui ne semblait pas disposé, lui non plus, à se jeter à corps perdu dans la bagarre, au point que l'état-major, au printemps, avait permis aux soldats du front, alors là, Monsieur Jules passait son torchon dans l'autre main et pointait son index vers le ciel pour souligner l'énormité de la situation, de cultiver des jardins potagers. Non, je te jure, soupirait-il. Aussi, l'ouverture effective des hostilités, bien qu'elle eût lieu dans le nord de l'Europe, trop loin à son goût, lui avait-elle redonné du cœur à l'ouvrage. Il clamait à qui voulait l'entendre, avec la pile que les Alliés sont en train de mettre à Hitler du côté de Narvik, ça n'a pas duré longtemps. Et comme il estimait que cette affaire était close, il pouvait se concentrer de nouveau sur ses sujets favoris de mécontentement, l'inflation, la censure des quotidiens, les jours sans apéritif, la planque des affectés spéciaux, l'autoritarisme des chefs d'îlot et principalement cette baderne de Froberville, les horaires du couvre-feu, le prix du charbon. Rien ne trouvait grâce à ses yeux, à l'exception de la stratégie du général Gamelin qu'il jugeait imparable. S'ils viennent, c'est par la Belgique, c'est prévu. Et là, je peux vous dire, on les attend. Louise, qui portait des assiettes de poireaux vinaigrettes et des pieds paquets, aperçut la moue dubitative d'un consommateur qui murmurait « prévu. » « Enfin !» hurla Monsieur Jules en revenant vers le zinc. « Par où tu veux qu'ils arrivent ?» D'une main, il rassembla les présentoirs d'œufs durs. Là, t'as les Ardennes, infranchissables. Avec son torchon humide, il traça un grand cercle, un grand arc de cercle. Là, t'as la ligne Maginot, infranchissable. Ah, alors, d'où tu veux qu'ils viennent? Reste que la Belgique, hein. Sa démonstration achevée, il se replia vers la cuisine en bougonnant. C'est pas la peine d'être général pour comprendre ça. Merde alors. Louise n'écouta pas la suite de la conversation parce que son souci, ce n'était pas les gesticulations stratégiques de Monsieur Jules, c'était le docteur. On l'appelait ainsi, on disait docteur depuis 20 ans qu'il venait s'asseoir chaque samedi à la même table près de la vitrine. Il n'avait jamais échangé avec Louise plus de quelques mots, toujours très polis, bonjour, bonsoir. Il arrivait vers midi, s'installait avec son journal. S'il ne choisissait jamais autre chose que le dessert du jour, Louise mettait un point d'honneur à prendre sa commande, qu'il passait d'une voix égale et douce. « Le clafoutis, oui, disait-il, oui, c'est parfait. » Il lisait les nouvelles, regardait dans la rue, mangeait, vidait sa carafe, et vers 14 heures, au moment où Louise comptait sa caisse, il se levait, il pliait son parissoir qu'il abandonnait sur le coin de la table, posait son pourboire dans la soucoupe, saluait
et quitter le restaurant. Même en septembre dernier, quand le café-restaurant avait été tout agité par la mobilisation générale, Monsieur Jules était très en forme ce jour-là, on avait vraiment envie de lui confier la direction de l'état-major. Le directeur n'avait pas modifié son rituel d'un iota. Et soudain, 4 semaines plus tôt, alors que Louise lui apportait la crème brûlée à l'anis, il lui avait souri, s'était penché vers elle et il avait fait sa demande. Il lui aurait proposé la botte, Louise aurait posé l'assiette, l'aurait giflé et aurait tranquillement repris son service. Monsieur Jules en aurait été quitte pour perdre son plus ancien habitué, mais ça n'était pas ça. C'était sexuel, oui, bien sûr. Enfin, c'était comment dire, vous voir nu, avait-il dit calmement. Juste une fois, seulement vous regarder, rien d'autre. Louise, soufflée, n'avait pas su quoi répondre. Elle avait rougi, comme si elle était en faute. Elle avait ouvert la bouche, rien n'était venu. Le docteur était déjà retourné à son journal. Louise s'était demandé si elle n'avait pas rêvé. Alors voilà. Pierre Lemaitre, comédien 16 heures perdues. Et je vous encourage à écouter le livre audio parce que c'est vous qui lisez votre livre audio, Pierre Lemaitre, et c'est tout à fait réjouissant. Pourquoi il était important pour moi qu'on lise le début du roman? Parce que là, vous avez les 2 premières planches de Miroir de nos peines. Et voilà comment on rentre dans l'histoire Miroir de nos peines. Donc on peut en conclure évidemment que la jeune femme nue dans la rue, c'est Louise. Et on rentre comme ça en plein dans l'action de cette intrigue. Christian Demeter, ma question elle est toute simple et évidente. Qu'est-ce qui détermine, quand vous avez lu ce livre, la nécessité d'entrer dans l'histoire à travers cette scène quasi silencieuse, avec un grand cri en même temps, c'est presque un paradoxe, c'est un grand cri et la présence de Louise qui s'effondre comme ça dans la rue. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix? C'est un ensemble de choses. Donc, effectivement, une adaptation, c'est forcément faire des choix et raconter une bande dessinée. Le raconter en bande dessinée, c'est passer par l'image. Et soit on choisit, parce que vous avez entendu le texte, vous avez envie de tout dessiner quand vous voyez un texte comme ça, mais vous vous retrouvez déjà, vous avez 20 pages. Le paragraphe suivant, c'est pareil. Donc à la fin, vous avez une bande dessinée qui fait 1200 pages. Et voilà, moi j'ai choisi effectivement de rentrer. Je voulais capter le lecteur dès le départ. Je voulais pas. Je pensais que je pouvais pas me permettre ce que le roman peut se permettre de faire, c'est d'installer les choses. Petit à petit, de poser Monsieur Jules, qui est formidable, Monsieur Jules. Et moi, je voulais capter déjà le lecteur tout de suite pour qu'il rentre dans l'histoire. Ensuite, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cette première scène, et que tout de suite, il soit happé par comment on en est arrivé là. Et donc, je voulais l'attraper et après la tirer petit à petit dans la toile de l'araignée. Et puis ça pose tout de suite le personnage de Louise aussi, c'est-à-dire à travers quelque chose d'extrêmement douloureux. Ça nous donne aussi peut-être, je ne sais pas Pierre si vous êtes d'accord, mais toute la densité de ce personnage qu'on a quand même rencontré dans Au revoir là-haut, on le découvre après évidemment dans l'histoire, mais c'est elle. Et on découvre qu'elle est à un moment de sa vie où c'est un personnage... oui, douloureux, je pense que c'est le mot, non, Pierre? Oui, alors, je pense que, je suis content qu'on prenne cet exemple-là pour montrer ce que peut être la question d'adaptation. Mes romans commencent toujours par une scène forte, mais j'ai le temps de l'installer. Elle commence par une scène forte. Cette scène-là, c'est une scène du roman, et c'est la première scène forte. Mais simplement, il se trouve que l'ampleur romanesque, le temps dont je dispose, me permet, moi, d'arriver à cette scène par un corridor qui fait que le lecteur va arriver à cette scène avec déjà une certaine maturité dans l'histoire. La BD peut pas se permettre ça. Donc, effectivement, Christian a raison, et les copains ici, ils le savent bien, ils font pareil pour le polar. La grammaire de la bande dessinée et sa rythmique propre fait que les moments dont je dispose pour raconter l'histoire leur sont interdits. Ils sont obligés de faire autrement. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un irréductible. C'est quelque chose d'irréductible à l'adaptation. Le fait qu'ils sont prisonniers de la page, ils sont prisonniers du format, ils sont prisonniers du fait qu'il n'y a pas de son. Il y a des A, des vroom, des pif, paf, pouf. Donc c'est compliqué, ça, de faire vivre ça.
Donc les contraintes de la BD sont telles que réussir à faire un bon album avec une bonne histoire, j'ai l'impression que c'est comme un bon film, c'est quasiment un miracle à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, et là, on voit bien les contraintes énormes. Là, ici, c'est très réussi de commencer par cette scène-là, parce que, effectivement, vous avez raison de dire qu'en plus, il n'y a pas simplement la violence de la scène, il y a déjà le tempérament du personnage qui se lie dans ces 2 pages. Et puis, moi, c'est Christian qui m'a appris tout ça. Enfin, peut-être on parlera de la façon dont on a travaillé ensemble sur Au revoir là-haut. Enfin, tout ce que je sais de la BD, c'est lui qui me l'a appris. Et tout ce que je ne sais pas, c'est parce qu'il n'a pas voulu me le dire. Hein, voilà. Hein. Mais le travail de BD contraint à une économie du récit qui rend le récit plus tendu. Et donc, d'une certaine manière, c'est ce qui fait que la contrainte est la première richesse de ce produit que j'appelle la bande dessinée, de ce média. Est-ce que ça reviendrait à dire que vous considérez que le travail d'adaptation que vous avez accompagné, là en l'occurrence, vous a aussi apporté à vous en tant qu'écrivain? Alors, moi, énormément, parce que Louis racontait tout à l'heure, quand on a décidé de faire une BD, j'ai dit ok, ça me plairait bien, mais je veux scénariser. Alors il m'a dit, mais vous vous y connaissez, vous voyez, vous y connaissez? J'ai dit non, j'y connais rien du tout. En plus, la BD n'est pas du tout dans ma culture, mais je veux scénariser parce que justement, ça m'intéresse beaucoup. J'adore aller me colter avec des grammaires narratives différentes. Moi, je viens du roman. Vous voyez, on m'a proposé là d'écrire le livret de l'opéra qui va être adapté de Mirepoix de Nopen pour l'Opéra Garnier. Bon, je peux pas le faire pour des questions de temps, mais ça m'aurait vraiment beaucoup intéressé d'écrire le livret. On m'a proposé de le faire, mais je ne pouvais pas. Mais chaque fois qu'il y a eu l'occasion d'aller fricoter avec un moyen différent de raconter l'histoire, j'y suis allé. Et c'est pour ça que j'ai dit à Louis et à Nadia, mettez-moi un dessinateur qui soit scénariste, qui m'apprenne ça. Et c'est lui qui m'a expliqué tout ça, quelle était l'économie générale du récit. Et pour revenir à votre question, et je ne veux pas être trop long, mais pour revenir à votre question, je m'en suis beaucoup servi après. Parce que, au fond, l'obligation qu'il y a dans la BD de se recentrer en permanence sur la ligne principale, de se poser toujours la question de savoir si ce que vous mettez de côté est absolument nécessaire à l'histoire, parce que la place que vous prenez, vous ne la retrouverez jamais. Dans le roman, je peux. Dans le roman, si j'ai une scène de plus, le roman fait 2 pages de plus. Oui. Bon, moi, j'ai cette liberté. Donc, ça, c'est une chose qu'il m'a appris, et je me suis beaucoup intéressé à la narratologie dans Au revoir là-haut, et ça a beaucoup servi après pour me rappeler en permanence à rester dans le fil principal de l'histoire, à me poser de bonnes questions qui n'étaient pas forcément les questions que je me posais à cette époque-là. Alors là, on voit défiler effectivement des planches aussi de Au revoir là-haut et de Couleurs de l'incendie, en plus de Mémoires de nos peines. Et justement, Christian Demeter, au tout début de cette aventure, qu'est-ce qui vous a convaincu, donné envie de travailler sur ce projet? Et par ailleurs, deuxième question, comment est-ce que vous avez procédé au fur et à mesure? Est-ce que vous avez lu un livre, travaillé sur le premier tome et ensuite l'autre, ou est-ce que vous avez travaillé dans la globalité? Comment ça s'est passé? Ah ben non, moi je les ai adaptés quasiment au fur et à mesure de leur sortie, donc je ne savais pas je savais mais je ne savais pas si ce seraient les mêmes personnages, j'avais aucune idée, je savais pas si je ferais partie de l'aventure ou pas. Moi, ce qui m'a donné envie, c'est la lecture. Quand j'ai lu Au revoir là-haut, j'ai vu toutes les images. C'est très visuel ce qu'écrit Pierre, donc moi les images, je commençais à les voir. Et puis le hasard a fait qu'effectivement, comme le racontait tout à l'heure Louis, j'ai été contacté, et j'étais ravi. Moi, j'avais vu Pierre à la sortie du concours, et je me dis, le livre était sur ma table de chevet, mais je l'avais pas encore entamé. Et c'est à partir de ce moment-là que du coup oui, c'est très visuel. Du coup, on se dit, si je pouvais avoir la chance d'être celui qui va aller porter. Moi, c'est les personnages de Pierre que j'ai très envie d'incarner, de porter à l'écran, j'allais dire, mais j'ai très envie de les dessiner. Alors je dis pas que j'ai réussi le truc, mais Albert, j'avais envie de le dessiner. Édouard, j'avais envie de le dessiner. Alors, on raconte une petite habileté, comme je vous raconte un petit secret. On est tous les deux dans le bureau, sur une table basse, et c'est là, il est très malin, il me sort les figures de Monsieur Péricourt, face et profil, et de Albert Maillard. Et en posant les 4 images,
j'ai regardé les 4 images, les 2 profils, les 2 faces, et c'était pas du tout mes personnages, mais ils étaient tellement vrais, ils étaient tellement authentiques. C'était pas les miens, mais ils étaient tellement authentiques. Mais à l'instant même, au moment où il les a posés, c'est très très malin. Oui, c'est notre premier baiser d'ailleurs. Hein, on peut le dire. Ah oui, vraiment, il vous a vraiment embrassé. Non, je ne suis pas un filou, je suis un enthousiaste. Donc j'essayais de transmettre l'enthousiasme que j'avais à éventuellement être le garçon chanceux qui allait dessiner ces personnages-là. Voilà. Et alors, du coup, vous avez fonctionné comment? Parce que donc là, vous avez travaillé un petit peu ensemble, en tout cas sur Au revoir Au revoir là-haut. là-haut, oui. En 2 mots, moi je savais pas comment il fallait faire, donc il m'a expliqué comment. Je savais même pas comment se présenter un scénario. Hein. Alors à l'origine, j'avais dit à Christian, je voudrais qu'on fasse un album muet. Hein, je voulais qu'on fasse. Alors Nadia, l'éditeur. Excuse-moi, Louis. Hein, et en fait, pourquoi je voulais ça, c'est parce que dans mon idée, le verbe est le roi du roman. Mais si on fait une BD, le truc, c'est le dessin, c'est la peinture, c'est la couleur. Enfin, vraiment, c'est le dessin. Et moi, je voulais que tout ce que j'avais fait dans le roman s'efface au profit du dessin. Je voulais vraiment que la bande dessinée soit une vraie bande dessinée, qu'on oublie le plus possible le mot, d'une certaine manière. J'avais dit, je voudrais qu'on fasse, alors bon, pour plein de raisons, il m'a expliqué aussi qu'il y a plein de choses qu'il fallait raconter. Bon, il m'a convaincu assez vite que c'était un fantasme, mais du coup, on a quand même, je crois, gardé le fait que, vous voyez, des planches comme ça, vous voyez, sur 2 pages, il y a juste une ligne de dialogue. Hein, on n'a pas arrêté dès que c'était possible. Je lui disais, on peut pas enlever encore un peu de dialogue. Enfin, dès que c'était possible. Alors, on est arrivé, je crois, à une mesure qui est assez ambitieuse. C'est que c'est un album extrêmement peu bavard pour une histoire qui est quand même assez longue et complexe. Donc, en fait, la question pour moi était vraiment celle de savoir de quelle manière on allait pouvoir faire en sorte que ce soit le dessin qui raconte l'histoire et pas le scénariste. Et est-ce que ça vous a rajouté de la complexité justement dans le travail, Christian Non, mais j'ai une vision un peu différente. Mais je comprends cette volonté de mettre le dessin en avant. Mais il faut pas tomber dans le panneau inverse de vouloir faire que de la belle image, parce que dans ce cas-là, autant faire un livre d'illustration et de peinture et pas s'embêter. Moi, je suis vraiment, par contre, très attaché à l'histoire et aux personnages et à les défendre le plus possible. Alors moi, j'ai fait le choix d'un dessin réaliste, de pas aller trop dans l'exagéré. Donc, je prends le pari de dessiner les choses qui ne se disent pas ou qui ne. Alors, c'est compliqué. Donc le silence me va très bien. L'absence de dialogue me va très bien quand c'est possible. Il y a une scène aussi dans Couleur de l'incendie quand Madeleine gifle. J'ai oublié le nom du personnage banquier. Gustave. C'est Gustave. Non. Oui, c'est ça. Non, je suis perdu dans les noms. C'est Gustave? Oui, d'accord. Quand elle. Tu lis le livre. Hein. Oui. Ah, merde. Oui. J'avais dit qu'hier, il fallait que je lise, mais bon, je vais. Et en fait, la première fois que j'ai fait cette planche, je l'avais fait silencieuse. J'avais pas mis de dialogue. Mais bon, il manquait des informations parce que malgré tout, Pierre Lemaitre, c'est un auteur qui vient du polar et donc il y a une certaine mécanique, mine de rien, dans ces histoires et qu'il y a quand même un certain nombre de choses à mettre en place pour que après ça ait un impact et tout ça. Mais dans un premier temps, j'essaye de construire la planche de manière silencieuse, puis je rajoute forcément les dialogues, mais j'essaye de les mettre effectivement le moins possible, déjà par goût personnel, mais donc voilà, donc on se rejoint, mais je tiens quand même d'abord à respecter les personnages de l'histoire, avant de respecter le dessin. Le dessin est au service malgré tout des personnages de l'histoire pour moi. Parmi les partis pris qui ont été les vôtres pour pouvoir adapter ce qui à la lecture du livre paraît inadaptable de par sa densité, de par sa complexité. Qu'est-ce que vous avez fait comme choix alors de mise en avant et puis peut-être aussi de retirer peut-être des personnages. Vous avez fait certaines interventions qui vous ont permis quand même de raconter cette histoire. Sur Au revoir là-haut, sur Miroir de No Pen. Alors sur Miroir de No Pen en l'occurrence. Sur Miroir de No Pen. En fait, c'est un travail, comme Pascal racontait, un travail d'adaptation. Donc, effectivement, ce sont des renoncements
comme je disais tout à l'heure, on a envie de tout dessiner, toutes les scènes, regarder tous les dialogues. Voilà, Monsieur Jules, si j'avais pu le développer sur des dizaines de pages, j'aurais adoré ça. Mais bon, voilà, on est effectivement un art de contrainte et donc un art de synthèse d'une certaine façon. Il faut aller à l'essentiel et on fait des choix. Donc on fait une adaptation. D'abord on part du texte qu'on essaie de garder au maximum, puis petit à petit on voit ce qu'on peut retirer ou rajouter. Alors moi j'ai pris l'option de rajouter un personnage dans Miroir de Nopen. J'ai rajouté un flic qui me permettait de faire entrer, encore une fois, pour un CCI d'économie, un personnage, en l'occurrence Désiré, parce que si j'avais dû mettre en place les arnaques de Désiré, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps et je suis pas sûr que ça aurait été forcément très intéressant dans une bande dessinée. Et ça me permettait aussi de fermer certaines portes, parce que Monsieur Jules, moi je n'avais pas de porte fermée de son histoire dans la bande dessinée, et ce personnage du flic qui part sur la route me permettait aussi de fermer. Donc des fois c'est juste des astuces scénaristiques qui nous font rajouter un personnage ou en éliminer. Alors est-ce que j'ai éliminé des personnages? J'ai éliminé des personnages dans Miroir. Non, j'ai pas fait. J'aurais dû réenquêter, mais j'ai. Alors, encore une scène silencieuse. Voilà, cette scène silencieuse aussi qui est très très forte, qui est très belle. Donc, est-ce que cette scène-là, est-ce que c'est une reproduction de quelque chose qui se passe dans le livre? Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette scène? Alors, ça se passe en partie dans le livre, mais pas exactement comme ça. Effectivement, Désiré, à un moment, comprend que l'endroit où il est, ça va plus le faire tout à fait. Et il le comprend par une scène un peu symbolique, comme ça, de corbeau qui s'acharne sur un pigeon. Et moi, effectivement, j'ai rajouté ce personnage qu'on voit, le flic. Donc, du coup, ce n'est pas exactement comme ça dans le roman, mais j'essaie de garder cette scène un peu symbolique de cette tension cette aussi, tension exactement, et puis cette petite pirouette de fin. Vous avez travaillé ensemble sur les premiers, mais là je crois que Miroir de Nopen, vous avez rendu sa liberté à Christian. Oui. Et donc là l'ajout du flic, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Rien, je veux dire, je le place au même niveau que, par exemple, le fait que 3 lignes d'un texte vont faire là, ici, 2 pages, et que ailleurs, un chapitre entier va être résumé par une vignette. Voilà, c'est le jeu qui fait que, alors, de temps en temps, ça me va, de temps en temps, ça me va pas. Donc moi, ça me va très bien inventer un personnage, en retirer un. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas gravé dans le marbre non plus. Et puis de temps en temps, il y a des trouvailles qui sont. Je me dis, c'est bien, ça aurait été bien dans le roman de faire ça aussi. Donc moi, qu'il enlève des personnages, qu'il en remette, tout ça, ça me va. De temps en temps, ça crée des surprises agréables et d'autres qui le sont moins. Parmi les surprises agréables, il y a ça par exemple. C'est une scène qui est vraiment extrêmement courte dans le livre. Et là, 2 pages, si vous prenez la proportion de 2 pages sur un album par rapport à la place que ça prend dans le roman, c'est démesuré. Mais c'est très réussi parce que c'est un vrai moment de révélation. C'est un moment à la fois inquiétant par l'avant-dernière vignette. Ça ouvre une perspective par la dernière qui était ouverte par la première. Enfin, du point de vue de la construction, c'est très intelligent. C'est très très bien fait. De temps en temps, je suis déçu. Par exemple, toujours dans Miroir, il y a une scène. Oui, il y a une scène. J'aurais voulu qu'il fasse une page entière, quoi. Et c'est une vignette. C'est la scène où la petite Louise, perdue avec ses 2 bébés qu'elle a ramassés, d'un seul coup voit arriver un camion qui porte la croix de Jésus-Christ et le curé qui est un faux curé, qui va d'un seul coup lui sauver la vie. Enfin, cette scène, j'ai mis beaucoup de temps pour l'écrire et dans mon esprit, c'était une page entière. Si on tournait, bon, et là, il a fait une image. Enfin, elle est belle l'image, mais elle est petite. Mais tu vois, c'est un esprit mesquin. Vous voyez, il y a quelque chose de vous voyez, la preuve par l'image. Attention. Voilà. Bon, non, vous voyez. Mais en même temps, c'est le prix à payer. Le mot est lourd, mais en tout cas, c'est l'acceptation aussi du lâcher prise. Ouais. Vous voyez, elle est ridicule. Vous voyez, c'est la moitié de ce qu'il aurait fallu faire.
Mais là, on est en train de... Non, mais elle est très belle. Mais c'est toute la question du lâcher prise de l'écrivain. Justement, on est en train de vivre ça, c'est-à-dire à la fois d'être capable de le voir, parce que vous êtes aussi à la fois le créateur et le lecteur de votre propre travail, et donc c'est votre interprétation de cette scène qui prend une ampleur très grande. Peut-être qu'un autre lecteur de Miroir de Le Pen l'aurait vu différemment, et c'est ce qui se passe. Je suis un bon avocat. Oui. Et c'est ce qui se passe dans ce cas-là. Je me demandais si vous aussi vous avez relu les livres après coup, après avoir fait le travail d'adaptation. Non, en général, je passe au livre suivant. Je suis dans un rythme. Parce que là, il y a du boulot encore. Je suis dans un rythme soutenu. Moi, je suis déjà sur Le Grand Monde là. Moi, les livres, je tiens par contre dans un premier temps à faire une lecture plaisir, c'est-à-dire la lecture d'un lecteur lambda, et pour m'imprégner vraiment de l'ambiance, des émotions, et pour garder ça un petit peu en moi au moment où je vais faire la lecture boulot, où je vais commencer à faire des résumés de chapitres et à commencer à organiser. Mais je garde en tête l'émotion que j'ai eue. Moi, je fonctionne vachement à ça, à l'émotion. C'est vrai que pendant longtemps, je disais que par pudeur, que j'étais un artisan, mais en fait, je fonctionne pas comme un artisan. Je suis pas du genre à travailler mon geste, à l'affiner. Je suis pas du tout là-dedans. Je dessine à l'émotion, et donc mes livres sont souvent empreints de l'émotion que j'ai à cette époque-là, de ma manière d'être à ce moment-là. Donc ils ont des fois une tendance à être un peu différents de style d'un livre à l'autre, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je ne peux pas être dans une sorte de régularité. Donc oui, j'essaie de m'imprégner d'abord de l'émotion du livre pour essayer après de la garder et de la retransmettre quand je rentre dans un travail plus mécanique d'adaptation. Là, on voit Monsieur Jules, le fameux. Alors, c'est peut-être lié au fait justement que Christian parle d'émotion, et que finalement, même si les images sont différentes, l'émotion est en symbiose. On entendait presque Michel Simon par moment, je trouvais, dans l'espèce de gouaille comme ça. Donc, je pense que c'est à la lecture des dialogues de Monsieur Jules que tout de suite je voyais un personnage à la Michel Simon. Alors, cet échange malheureusement touche tout doucement à sa fin. J'aimerais quand même, Pierre, que vous évoquiez 2 minutes. Je crois qu'il y a des projets. Alors évidemment, Grand Monde qui est en cours, mais je crois que vous avez d'autres projets d'adaptation. Alors d'abord, je voulais profiter de l'occasion pour remercier mes petits camarades là qui sont là, pour leur dire vraiment combien je suis sensible et admiratif, sensible au fait qu'ils consacrent autant de temps à quelque chose qui vient de moi, et ce qu'ils ont réussi à en faire qui est vraiment épatant, quoi. C'est vraiment un boulot assez scintillant, je trouve. C'est très très lumineux, c'est très très bien fait. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Je trouve que leurs personnages sont des bons personnages de narration. Donc voilà, c'était pour moi l'occasion de les remercier. Et ça donne envie de relire les livres en plus. Bon, alors en plus, oui, on peut donc les acheter, tout ça. Vous voyez, voilà. Donc remercier l'éditeur. Là, je chine tout à l'heure Louis, mais merci aussi à l'éditeur quand même. On aura 10 albums là, bientôt. Il y en a 8 de parus, donc c'est quand même courageux. La bande dessinée est sur une économie tendue. C'est compliqué de faire des albums et de vendre des albums, de les fabriquer, etc. Les dessiner, les coloriser, tout ça. C'est compliqué. Donc c'est une économie difficile. Donc j'ai la chance d'avoir un excellent éditeur qui court le risque de continuer toutes les réussites commerciales ne sont pas les mêmes. Voilà, sur 10 albums, certains ont mieux marché que d'autres, mais j'ai un éditeur qui continue de travailler. Voilà, et je trouve que ça, pour un auteur, savoir qu'on a un partenaire autant qu'un éditeur, donc c'est surtout l'occasion pour moi de dire ça. C'est pour ça que je suis très content d'être là. Ça me permet de dire merci à tous ces gens à qui je dois beaucoup. Voilà, sur tout ça. Et donc, il y a des projets aussi encore. Alors, projet cinéma, il y a Le Grand Monde, qui est actuellement en discussion avec Pathé. Donc on est à la recherche d'un réalisateur. Ça va vraiment passer par la recherche d'un réalisateur. On rentre dans des films de temps en temps par le casting, de temps en temps par la production, de temps en temps par le réalisateur. Là, c'est par le réalisateur que ça va rentrer. Pathé va également adapter Alex. Donc là, ça sera un film c'est Louis Leterrier, grand scénariste, grand réalisateur franco-américain, qui va le tourner, et ça sera là un film en langue anglaise, un film anglais-américain, en tout cas anglophone. Il y a un projet sur Robe de mariée,
Robe de mariée est en projet pour une série télé. Ce sera la première série télé que filmera Yann Gozlan, hein, le réalisateur de La Boîte Noire, etc. Voilà. Donc Yann a accepté de faire ses premiers pas dans la série télé avec cette adaptation de Robe de mariée. Et puis il en reste une quatrième. Alors là, je scrute mon agent. Ah ben c'est Le Serpent majuscule, voilà, qui va être adapté. Alors bon, pour l'instant, Isabelle Huppert a accepté le rôle. On est encore en train de négocier un certain nombre de choses, donc c'est pas absolument, c'est pas terminé, mais on est en fin de négociation. Mais donc c'est peut-être le premier qui risque de rentrer en production, je pense, du point de vue du calendrier. C'est le plus proche de nous, j'ai envie de dire. Donc c'est quatre projets. Donc pour l'instant, je suis un homme comblé. Alors, cette rencontre, telle qu'elle est, touche à sa fin, mais vous allez pouvoir évidemment échanger avec les auteurs. Je voudrais remercier Yannick Corboz, Pascal Berthaud, Giuseppe Liotti, Christian Demeter et évidemment Pierre Lemaître. Un grand merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous les livre.